On n'est pas toujours les bienvenus à BFM TV. Et que moi, je me pose la question, je suis un journaliste de BFM TV. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas dire? Je pense qu'on est d'une objectivité, d'une impartialité. Et ça, c'est important de le dire aussi. Pardon? Je pense qu'on est d'une objectivité, d'une impartialité. Et ça, c'est important de le dire aussi. Vraiment? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec le journaliste Dominique Rizet. BFM TV n'est ni impartial ni objectif. Dans cette vidéo, nous allons voir l'indépendance en partie des médias, ou plutôt la dépendance des médias vis-à-vis du pouvoir économique. En fait, je me présente, je m'appelle Howard, je suis étudiant en Master 1 de Sociologie à Aix-Marseille Université. Alors, je t'entends dire derrière ton écran, mais Howard, qu'est-ce que tu entends par dépendance des médias? Eh ben, laisse-moi t'expliquer, toi qui es derrière ton écran de smartphone, ton écran de télé ou ton écran de cinéma. Enfin, peut-être pas tout de suite. Il faut comprendre que le journaliste ne ment pas lorsqu'il dit que BFM TV est objectif et impartial. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il n'a pas forcément conscience des rapports de force qui se jouent dans le contexte médiatique. Le but d'un média est de traiter l'information de façon objective. Dans notre système économique capitaliste financier actuel, il est une entreprise à part entière. Des garants financiers, des actionnaires et un chiffre d'affaires à faire fructifier. Qui dit entreprise dit organisation du travail. Les journalistes sont des salariés qui sont sous la responsabilité du rédacteur en chef, qui eux sont sous la responsabilité du grand patron. Mais un grand patron, qu'est-ce que c'est? C'est le garant financier du média. Souvent, ce n'est pas une personne en particulier qui dirige le média, mais un grand groupe. Par exemple, à BFM TV, l'employeur de Dominique Rizet n'est ni le directeur général, ni le président directeur général. C'est Altis, par l'intermédiaire de son PDG, Patrick Drahi, le véritable employeur du journaliste. Et comment allier objectivité et intérêt économique dans ce cas? Est-ce qu'un journaliste, soumis à l'autorité de son grand patron, peut-il parler de tous les sujets? Est-ce qu'il peut, par exemple, faire un article critique sur les méthodes de son propre patron? Si le sujet ne va pas à l'encontre de la politique du média et donc du grand patron, le journaliste pourra parler. À l'inverse, il pourrait subir des pressions vis-à-vis de sa hiérarchie, des pressions dictées par son grand patron. Pour bien comprendre ce rapport de force du pouvoir économique, je te propose un exemple. Je me suis donc appuyé sur l'ouvrage Les nouveaux chiens de garde de Serge Alimi, réédité en 2005. Dans cet ouvrage, qui a donné par la suite un film, nous pouvons lire le témoignage de Carl Zero, animateur à Canal+. Je cite: l'accord de départ avec Pierre Lescure, alors PDG de Canal+, et Alain De Greff, alors directeur des programmes, spécifiait bien qu'il y avait 3 sujets sur lesquels on ne pouvait pas enquêter: le football, le cinéma et la CGE. Il faut savoir que la CGE est l'ex-nom de Vivendi, détenu par Bolloré. Cela dit, ces interdits ne me posent pas de problème. Je trouve normal qu'un diffuseur ait ses exigences. Si on veut avoir une totale indépendance, il faut faire une télé pirate. Cet accord limite un peu nos ambitions, mais c'est comme ça partout. Moi, j'ai simplement le courage de le dire. Donc on peut comprendre à la lecture de l'interview de Carl Zero qu'il est impossible pour un grand média d'être indépendant sans grand groupe à sa tête. Pour rappel, cette interview date de 2002. Or, elle pourrait être divulguée sans modification encore aujourd'hui. Si tu veux plus d'infos, je t'invite à aller voir le film Les nouveaux chiens de garde et aussi une interview sur la chaîne Thinkerview traitant de la censure de Bolloré. L'influence du pouvoir économique sur les médias a été étudiée par la sociologie. C'est Pierre Bourdieu, le premier sociologue, qui a pu mettre en évidence le champ journalistique, qui regroupe plusieurs dimensions. Ce champ journalistique est soumis par la loi du marché, soumission qui engendre la concurrence entre journalistes. Cette concurrence rend l'information homogène, par la crainte des acteurs médiatiques de perdre de l'argent. Bourdieu résume ainsi très bien cette situation par une phrase dans son livre sur la télévision. Ils en ont parlé, il faut donc en parler aussi. Le tableau, loin d'être complet que je te présente, permet de résumer simplement les propos précédents. Nous l'avons dit, le champ journalistique se coordonne sous 3 aspects: l'information sous l'égide du marché, la hiérarchisation du journaliste et la culture journalistique. Ces dimensions sont agrémentées par différentes composantes: le marché comme seule instance légitime de légitimation, le public visé, l'actionnariat, les journaux indépendants, le jugement de classe, l'indistinction entre journalistes Paris-Province, le poids symbolique et ainsi que les grands patrons. Avec les exemples mentionnés, on comprend plus facilement les enjeux derrière l'étude des médias en sociologie. Les sociologues ne sont pas là pour diaboliser les médias.
Leurs études portent sur la compréhension de ce champ dans le contexte social d'aujourd'hui. Le tableau que tu peux voir sur l'écran recense l'évolution des audiences de 1996 à 2018 des 4 grandes chaînes de télévision françaises accordant une part à l'information. TF1 détenu par Bouygues, France 2 et France 3 qui sont des chaînes du service public et M6 détenues par la famille Moll. Nous pouvons remarquer que ces 4 chaînes ont perdu de l'audience et donc de l'argent sur la période 1996-2018. TF1 est le plus mauvais élève avec 15% de pertes. Plusieurs causes peuvent expliquer ces pertes. Avènement d'Internet, perte de confiance de l'audimat. Ces causes expliquent aussi la perte de vitesse de la presse en France. La presse en ligne gratuite fait du mal aux journaux payants, et les individus préfèrent s'informer par Google Actualité par exemple. Pour tenter de remédier à ce phénomène, les subventions aux groupes de presse par l'État sont au plus haut en 2016. Difficile d'avoir un journal objectif lorsque l'État intervient, non? Et comment expliquer qu'aujourd'hui, des milliardaires comme Kretinsky, qui est entré dans le capital du monde, ou encore le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, qui a racheté le Washington Post, investissent encore dans les médias? Le but est clairement affiché, influencer le traitement de l'information pour leurs propres intérêts économiques. Plus récemment, Combi et Ferron, dans leur article sur la subordination au pouvoir économique, ont mis en évidence la domination du pouvoir économique sur le pouvoir culturel et le pouvoir politique. Ils expliquent que l'on assiste à une dépolarisation et une verticalisation du champ journalistique. Une dépolarisation à cause de la récente domination du pouvoir économique sur les autres pôles, et une verticalisation par l'accentuation des écarts dans la hiérarchie professionnelle. Ces écarts, quels sont-ils? Ils sont de 2 ordres. Ils sont d'ordre économique, puisque les journalistes parisiens et les journalistes provinciaux sont vraiment très inégalitaires au niveau du salaire. Mais ces écarts seront également d'ordre prestigieux, puisque nous voyons une distinction au niveau du prestige dans les journalistes locaux et les journalistes parisiens. Pour les journalistes parisiens, on peut parler par exemple des journalistes qui présentent le JT ou de ceux qui cohabitent avec le pouvoir politique. Il faut savoir que le chiffre d'affaires des médias repose surtout sur la publicité, et non le lectorat ou l'audimat. La grande place de la publicité dans les médias explique l'intérêt économique des multinationales et des grands groupes industriels. Le pouvoir des lecteurs et des téléspectateurs sur l'information est donc de plus en plus restreint. En France, seul le Monde diplomatique et le journal papier avec 5% de publicité, ce qui montre un fort pouvoir du lectorat sur le journal. Mais il est tout de même détenu par 49% par la société Le Monde. Encore une influence du pouvoir économique sur l'information. En conclusion, cette vidéo n'est qu'une introduction à la sociologie des médias. Tu le verras, sur cette chaîne, on ne va pas diaboliser les médias. C'est un sujet beaucoup plus complexe que ça. J'espère te l'avoir fait comprendre dans cet épisode. Si tu apprécies ce sujet, regarde la description, tu y trouveras ton bonheur. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, à commenter et à partager cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous allons rentrer dans le dur. Nous allons parler des gilets jaunes et de leur rapport face aux médias. Ah, j'ai hâte. Allez, à la prochaine!